À toutes. Alors c'est exprès que j'ai mis le paysage et non pas ma tronche pour que pour une fois ce soit moins un supplice pendant le temps de un petit peu d'atermoiement technique où je recherche notre invité. Alors aujourd'hui c'est Henri Lovenbruch. Voilà, je l'ai trouvé et dans quelques instants vous allez voir apparaître des visages humains. Restez sur... J'attends que Henri accepte l'invitation. Et nous allons discuter pour cette 9e causerie. Voilà, super. Tac. Bonsoir Ça a Henri. l'air de marcher. Salut. Salut. Ça Ah, va? toi, t'es dehors. Ça va. Ouais, pour une fois, je me suis mise dehors parce que déjà, c'est sympa d'avoir la verdure comme cadre. Et il y a un peu de Alors, soleil, comme il n'y en a pas eu beaucoup. moi, j'aurais pu, mais comme les vendanges ont commencé, il y a trop de bruit dehors. D'accord. Mais bon, ton mur est très joli en tout cas. Et puis comme justement, on va parler donc de solitude pour cette 9e causerie, c'est pas mal aussi que tu incarnes une certaine forme d'enfermement. Enfin, je sais pas si tu es enfermé, mais en tout cas, quand on pense à la solitude, on pense souvent à 4 murs, un toit, un plancher et pas de porte de, voilà, enfin, une forme de réclusion, qu'elle soit choisie ou subie. On va aussi en discuter. Mais alors déjà, il faut que je dise à tous ceux et celles qui nous écoutent que normalement, ces causeries sont co-animées par Olivier Liron, le génial et unique Olivier Liron, et moi-même. Mais ce soir, Olivier Liron a une rencontre à la Maison des Écritures de La Rochelle. Donc, il s'excuse de ne pas pouvoir être là. Il aurait adoré te revoir, Henri, parce que je crois que vous êtes déjà croisés à un salon littéraire dans le Val d'Oise, à Valmondois, il me semble. Euh, Ouais. voilà. Donc, il s'excuse de ne pas pouvoir être là. Mais je pense que justement, moins on est de fous, mieux ce sera pour parler de la solitude. Alors, merci beaucoup. Quel art du rebondissement. Ah oui, rebondir, c'est un muscle que j'ai bien musclé, le rebondissement. Alors, la première question que je voulais poser, je pensais à une citation que j'ai toujours beaucoup aimée. C'est pas du tout pour faire ma petite faillotte première de la classe qui cite un grand écrivain que tout le monde, enfin que beaucoup de personnes aiment bien, donc Dostoïevski, qui a dit plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les individus en particulier. Je suis sûre que ça sonne beaucoup mieux en russe, mais je ne connais pas la version originale. Mais cette phrase, longtemps, je l'ai trouvée cinglante, attirante. Et je me suis un peu identifiée à elle parce qu'on a tous au fond de soi un petit fond misanthrope qui nous rassure aussi, puis qui nous donne l'air intéressant. Et aujourd'hui, en préparant cette causerie, je me suis dit, mais c'est marrant parce que aujourd'hui, je dirais tout l'inverse. Je dirais justement, plus je rencontre des individus de manière singulière, des individus uniques et singuliers dans des espaces-temps circonscrits. Moi, j'aime l'humanité en général, puisque l'humanité me paraît être un concept qui n'existe pas du tout, en fait. Quelque chose qui est difficile à aimer parce que, c'est quoi l'humanité? Est-ce qu'elle est bonne, mauvaise? Est-ce qu'elle est foutue ou pas? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase de Dostoïevski et de cette mise en contradiction entre aimer son prochain singulièrement et puis embrasser l'autre avec un grand A qui veut pas forcément dire grand-chose. Bah, j'allais dire la même chose. J'allais dire qu'en fait, moi, c'est plutôt le cheminement inverse que j'ai fait. C'est un peu triste, hein, d'ailleurs. C'est un constat un peu triste, mais je pense que j'ai plutôt mon humanisme un peu idéaliste, originel, adolescent et que j'ai conservé, hein, c'est pas mal abîmé ces derniers temps. C'est-à-dire que je commence maintenant plus à apprécier des individus dans leur singularité, dans leur voilà, dans unique, et de moins en moins. C'est horrible ce que je vais dire, mais de moins en moins l'humanité en général, quoi. Tu sais, il y a une phrase qui est assez vraie, c'est plus on a d'amis, moins on en a, tu sais, Hum. avoir trop d'amis, c'est d'en avoir aucun. Et je crois qu'en Ouais. fait, j'ai longtemps une vision, enfin voilà, une vision un peu idéaliste, très humaniste. Enfin, je pense que plutôt un humaniste de manière philosophique, tu vois. Mais je pense que plus le temps passe et plus j'apprécie de connaître mieux un petit nombre de personnes que mal un trop grand nombre de personnes. Et
une chose est sûre, alors c'est totalement paradoxal puisque nous sommes sur un réseau social, Mm. mais les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à mon amour de l'humanité ces 5 dernières années, quoi. C'est-à-dire que alors il faut être en même temps conscient du fait que je pense pas que l'image que les réseaux sociaux nous renvoient de l'humanité soit toujours très exacte parce que tout le monde n'y va pas et les gens qui y sont les plus actifs sont pas forcément les majoritaires. Mais c'est sûr que ça me renvoie une image qui fait beaucoup de mal à mon humanisme depuis 3 4 ans, ouais. Mm. En quoi? Parce que tu trouves c'est le côté factice ou le côté trop maîtrisé? Qu'est-ce qui vient contredire ton humanisme naturel dans les réseaux Ah non, sociaux? c'est les gens, c'est-à-dire que je trouve les gens ultra agressifs. Je suis effrayé par le complotisme qui ne cesse de grandir, qui ne cesse voilà, et qui s'exprime de plus en plus par ce média-là. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a des langues qui se. Alors, est-ce que ce sont des langues qui se délient ou simplement l'actualité qui fait que on est de plus en plus confronté à des discours de haine, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que quand- alors, Instagram, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un des seuls réseaux, je trouve, qui est un peu épargné par ça, parce que les gens, ils partagent plus facilement, ça incite plus les gens à partager Ouais. la Et puis, joie, les je dirais même photos, que, excuse-moi de t'interrompre, je dirais même que sur Instagram, pour moi, il y a presque un côté bisounours que je trouve Ouais. très sympathique, alors que en général, dans la littérature, je vais plutôt chercher justement des choses plus cinglantes. Et sur Instagram, je trouve que je sais pas d'où vient cet esprit qui s'est imposé, mais il y a quelque chose de très bienveillant, comme on dit, c'est un petit peu à la mode ce terme, mais il y a plutôt l'envie de partage, l'envie de même cautionner aussi les propositions. En fait, c'est pour moi des propositions de sensibilité et bah, si on les aime, on les soutient et si on les aime pas, on passe tout simplement notre chemin, mais sans hostilité ou sans animosité. Je trouve Ouais. que c'est ce qui Je pense que c'est dû à deux choses. C'est la première d'abord, c'est parce qu'il y a le média principal d'Instagram, c'est la photo, et que donc en général on illustre une photo par des textes et non pas le contraire. Et la hum. seconde, c'est, je pense que ce qui tue enfin ce qui est très très dangereux, ce qui efface, ce qui tue pour moi les réseaux sociaux, c'est le partage. C'est cette espèce d'automatisme qui consiste à partager quelque chose Ouais. et à partager un article, à partager une opinion, etc. Alors que sur Instagram, ça se fait pas tellement. Alors, il y a, par le biais des stories, les gens partagent un petit peu, mais c'est beaucoup moins cette culture-là. Et en fait, je pense que les gens sont bien meilleurs quand ils nous disent ce qu'ils ont à nous dire plutôt que quand ils partagent quelque chose qui a été Ouais. dit par quelqu'un d'autre. Voilà. Tout à fait. Ça a un tout petit peu bugué au moment où tu terminais ta phrase. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on pense à partage, on pourrait justement penser que le partage, c'est la clé de voûte de, bah, de l'être ensemble, du vivre ensemble, de partager quelque chose, de diffuser, de proposer aux autres un fragment de sa sensibilité. Moi, j'aime ça et toi, dis-moi ce que tu aimes. On pourrait croire justement que c'est ça qui lie, alors que dans ce que tu dis, c'est un partage qui est presque, tu conspues le partage qui est un peu mécanisé, automatique, qui n'est Oui, plus parce que là, spontané. les gens partagent pas leur propre passion, ils partagent des articles publiés par d'autres gens et qui sont Mm, en général des articles malveillants, parce que maintenant, il y a quasiment voilà, ça s'est industrialisé, la désinformation s'est industrialisée depuis ouais, quelques années, quoi. Et tout à donc, les fait. gens partagent plus leur passion, ils partagent des articles complètement bidons écrits par des fanatiques qui servent leur propre pensée. Donc, Ouais. bon, en ce moment, c'est terrible, hein. On est en train de vivre une époque qui met particulièrement ça en avant avec les oppositions entre les vaccins, les anti-vax, les pro-vax, les machins, les trucs. Mm. Tout le monde s'engueule. Ce que je disais l'autre jour d'ailleurs, ce qui est très triste, je pense, c'est que je sais pas depuis combien de temps je suis. Alors moi, c'est sur Facebook que je suis depuis le plus longtemps, mais ça doit faire, je sais pas, plus de 10 ans que je suis sur Facebook. Je n'ai jamais vu quelqu'un changer d'avis suite à une conversation sur un réseau social, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un dire, ah oui, en fait, tu as raison, je pense que je me trompais, il faut que j'envisage les choses autrement. Non, ça finit toujours en Ouais, engueulade. tout à fait. Et donc, ce sont que des débats stériles, quoi. Et En même temps, l'engueulade, c'est aussi une manière parfois de se lier aux autres. Enfin, alors c'est pas du tout quelque chose à encourager, mais la confrontation, c'est aussi une manière d'être en lien. En tout cas, de partager plutôt que de rester dans son enfermement mental. Mais si on raccroche
cette grande problématique du partage voilà de la solitude, du lien à l'écriture, puisque tu es écrivain, moi aussi, et Olivier Liron qui aurait dû être là aussi, et les gens qui nous écoutent sont des aspirants écrivains ou des écrivains ou des gens qui aiment lire. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait que toute vie est jalonnée par des rencontres amoureuses. On tombe amoureux, on se fait des amis, on fait parfois des enfants, on sourit à des inconnus, on crée des liens. Et parfois, on s'isole pour écrire ou pour lire. Mais est-ce qu'on est vraiment seul quand on écrit? Toi, par exemple, quand tu écris tes livres, qui sont d'ailleurs souvent des espèces d'épopées magnifiques et des hommages et des odes aux liens, à la fraternité, à la loyauté, est-ce que toi, quand tu prends ta plume ou ton clavier, tu te sens seul ou entouré ou même habité par des présences, des souvenirs, des esprits? Bah, je pense que c'est au centre même de la littérature. C'est amusant parce que moi, je fais souvent un parallèle. Je suis motard et je fais souvent un parallèle entre lecture-écriture et la moto parce qu'en réalité, c'est l'écriture et la lecture, les deux, hein, sont des actes extrêmement solitaires. Hum, On lit tout seul, on lit jamais à deux. Alors il y a des couples, je sais que j'ai un ami médecin qui m'explique qu'ils lisent tout le temps avec sa compagne, ils lisent les bouquins à deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui lit à haute voix et l'autre qui écoute. Mais enfin, globalement, c'est quand même très rare. C'est quand même, c'est quand même en général un acte solitaire, la lecture. L'écriture, c'est pareil, ça arrive qu'on écrive à quatre mains, mais en réalité, même quand on écrit à quatre mains, on n'écrit pas en même temps. Donc, hum, ce sont deux actes extrêmement solitaires et en même temps, c'est les plus grands actes de partage qui puissent être, parce ouais, qu'en réalité, ce qui est extraordinaire quand on écrit, c'est de se dire que cette solitude qu'on a vécue pendant toute l'écriture, ensuite, elle va atteindre des gens qui vont pouvoir partager ces émotions. Moi, j'ai la chance d'être traduit dans plus d'une dizaine de langues, et c'est un truc qui est magique pour moi, parce hum, que je sais qu'il y a des moments où je vais partager des choses avec des gens dont je ne parle même pas la langue, ouais, ce qui c'est pourrait pas m'arriver mystérieux, autrement. Voilà. tout à fait. Et je dis souvent, je fais souvent le parallèle avec la moto parce que la moto c'est pareil, c'est un acte extrêmement solitaire. Quand on est contrairement à la voiture ou à tout autre moyen de transport, on est tout seul sur sa moto, on est enfermé dans son casque et paradoxalement, les motards ils aiment rouler à plusieurs. Hum, C'est-à-dire que hum, c'est un acte solitaire que les gens aiment partager. Ils aiment rouler avec des copains, ils aiment faire des balades à plusieurs motos. Et la lecture, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un club de lecture? C'est plein de ouais. gens qui ont envie de partager ce moment de solitude euh, à plusieurs, et donc d'échanger ce qu'ils auront pu éprouver pendant ce moment solitaire, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans ton livre, Nous rêvions juste de liberté, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que, comme je disais, c'est cette cette ode à la fraternité, à la loyauté, à l'esprit, ouais, voilà, d'amitié, de lien. Et en même temps, c'est dans les moments où les personnages sont tout seuls sur leur bécane, où Bohème dit Javal, l'asphalte, le vent, le soleil. Et c'est dans ce moment de solitude qu'il peut prendre conscience de la valeur et de cet aspect précieux de tout ce qu'il partage avec les autres et aussi de la fragilité de ça. Parce que donc en fait, est-ce que la solitude n'est pas la condition sans laquelle on pourrait même pas comprendre et savourer ce que c'est qu'aimer et d'être aimé en fait, et de Bien partager sûr, cet amour. bien sûr. Bohème, il a une phrase, à un moment, il dit, si je me souviens bien, il m'en voudra pas si je le cite mal. Il dit, il dit quelque chose comme moi j'adore être seul, mais je n'aime pas être seul à être seul. C'est-à-dire Ouais, j'aime. ouais, C'est un peu ce que ouais. je disais. Bon, mais oui, oui, c'est sûr. C'est assez particulier. Enfin, tu le sais comme moi, puisque tu es écrivain, mais c'est assez particulier ce paradoxe qu'il y a entre moi. Je suis plutôt quelqu'un de social qui aime voir du Mm, monde. Je suis comme je devine que tu l'as aussi à travers les quelques échanges qu'on a eus, mais moi je suis dans une espèce de quête de fraternité éternelle. Je cherche mon grand frère depuis que je suis né. mm. J'ai deux grandes sœurs et j'ai jamais eu de frère. Et donc je suis dans une quête perpétuelle du grand frère. J'ai l'impression d'avoir toute ma vie cherché des frangins, des grands frères, etc. Et donc voilà, j'ai une quête d'altérité qui est très grande et pourtant j'ai choisi l'un des métiers les plus solitaires qui soient. Et c'est aussi très étonnant. Enfin, alors c'est pas le cas de tous les auteurs, mais c'est vrai qu'on est quand même nombreux à aimer les séances de dédicace, à aimer aller dans les salons parce que c'est ce moment où justement on va soigner la solitude du moment de l'écriture Mm. par la rencontre.
en allant rencontrer les gens à qui on a adressé cette lettre euh, un peu comme une bouteille jetée dans la mer, parce que un livre, c'est ça, hein, on sait pas qui va la récupérer cette bouteille. Exactement. Moi, je sais pas qui va l'acheter quand je sors un bouquin. Et pourtant, tout ça passe à travers une espèce de cérémonie initiatique et cette longue solitude qui, dans mon cas, est pénible, hein. Moi, je vais pas mentir, je fais pas partie des écrivains qui adorent écrire. Moi, c'est toujours une épreuve pour moi, l'écriture. Ouais. Et quand j'ai fini un livre, mes lecteurs, ils le savent parce que je hurle de joie d'avoir fini mon livre, quoi. Je Je fais un dirais que c'est post. assez, c'est plus commun en fait qu'on ne le pense parce que là je réécoutais Nathalie Sarraute, des vieilles émissions de Nathalie Sarraute et elle est très sympathique d'ailleurs et à un moment elle disait bon, moi, j'écris 2 heures au bistrot, puis après, c'est fini, rideau, je veux plus en entendre parler. Comme quelque chose d'assez mystérieux qui s'impose à elle, voilà, j'ai besoin d'écrire. Je sais exactement le cadre dans lequel j'ai besoin d'être pour convoquer l'inspiration et puis pour être aussi guidée par quelque chose d'un petit peu mystérieux qui nous pousse à écrire. Puis après, rideau, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire rideau? Ça veut dire, bah, sans doute qu'elle a besoin soit d'aller se balader seule, mais aussi d'être en lien, d'être aussi dans la vie, quoi. Alors, on va pas opposer de manière un peu schématique et binaire la vie ou l'écriture. Mais c'est aussi comme si l'écriture, c'était un moment où on rêve on rêve de toucher le cœur des gens sans trop se l'avouer, d'être aimé, d'aimer aussi plus fort. Et pour ça, paradoxalement, dans cette espèce de quête désespérée d'amour, on a besoin de se reclure. C'est un moment érémétique où l'autre n'est pas toléré, l'autre physiquement. Mais c'est aussi pour ça que je te demandais, est-ce que l'autre spirituellement, par contre, il est très présent. Est-ce qu'on n'écrit pas avec avec nos morts, avec des esprits, avec des références, avec nos souvenirs, avec toute cette matière qui n'est pas palpable, mais qui nous habite. On n'est pas juste seul avec notre petite sensibilité qui parfois est très grande, mais quand toi tu convoques toute cette troupe d'amis dans Nous rêvions juste de liberté, est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a que Henri ou tu sens être traversé par aussi ces esprits-là, ces présences? Oui, et je sens même, enfin, bizarrement, moi, je sens aussi la présence de mes lecteurs. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi, j'ai l'impression que mes lecteurs sont là au moment de l'écriture. Mais Et t'en as donc, beaucoup plus que moi, alors ça doit être ingérable. non, mais, Ça doit être très non, mais pressant. quand je dis les lecteurs, je parle même de manière abstraite, si tu veux, le lecteur, quoi. Ouais. Il est là, moi, en fait, au moment de l'écriture. J'ai toujours une espèce d'ailleurs, je pense, me guide dans mon écriture parce que je fais toujours attention à lui quand j'écris. Je le convoque au moment de Ouais. l'écriture. Et j'ai l'impression qu'il est derrière mon épaule et qu'il regarde ce que je suis en train d'écrire. Donc c'est assez particulier. Ça guide mon écriture. Alors je le conseille pas forcément à tout le monde parce que parfois il faut pas trop se laisser guider. Mais moi, voilà, j'assume pleinement le fait de faire plutôt de la littérature populaire, c'est-à-dire une lecture dont l'objet principal est quand même de de de, de divertir, mais aussi euh, de satisfaire l'attente Ouais. du lecteur. Voilà. Il y a des petits moments. Et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'écriture est pas toujours un plaisir. Il y a des petits moments magiques qui sont très rares, mais tu vois, sur un roman, j'ai 2 ou 3 moments magiques où je prends un vrai plaisir à écrire. Et ce qui est très très drôle, c'est que ces moments-là, ce sont toujours les moments que j'ai pas prévus Ouais. et où j'écoute le moins mon lecteur. Donc j'espère ne pas le vexer en lui disant ça, ce lecteur. Mais ce sont les moments où finalement il y a une petite magie qui s'opère de la part des personnages et les personnages finissent par l'emporter sur l'auteur et sur le lecteur et c'est eux qui décident. Ce moment où le roman lui-même s'écrit presque tout seul. Ça m'arrive même d'être parfois, alors moi tu sais, je sais pas comment tu fonctionnes, mais moi je fonctionne beaucoup avec un plan, je prévois mes romans de manière très détaillée, comme je fais plutôt des romans avec du suspense, etc. Je fais des plans très détaillés et finalement mes plus grands plaisirs dans l'écriture, c'est les moments où je sors de mon plan et où tout à coup je Ouais. suis obligé de réécrire mon plan parce que quelque chose s'est imposé, quelque chose m'est venu que j'avais pas prévu, quoi. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question, je dévie vachement, mais écoute, c'est comme Ceci ça. dit, C'est une causerie après tout. oui, c'est une causerie, exactement. Si tu n'avais pas ton plan, tu n'aurais pas la possibilité de t'en extraire. Donc, cette improvisation, elle est aussi rendue possible par le fait qu'au départ, tu as voulu cadrer, justement pour t'autoriser à décadrer, à improviser, à être plus spontané, plus jaillissant, sans doute. Je sais C'est pas si... aussi c'est aussi pour moi un moyen de me consacrer entièrement à l'écriture au moment.
où je passe à la rédaction du bouquin. C'est-à-dire que j'ai tellement tout prévu, j'ai tellement tout préparé, j'ai tellement creusé mes personnages. Je me fais une bible en fait. Tu sais, pour mes romans, j'ai des bibles qui doivent faire une centaine de pages dans laquelle j'ai réfléchi au passé des personnages, aux liens qu'ils peuvent avoir, aux lieux que je vais décrire, etc. Ce qui fait qu'au moment où je rédige vraiment mon roman, j'ai pu penser à tout ça et je me consacre vraiment à la phrase. Et de plus en plus, plus je vieillis, plus c'est le cas. C'est-à-dire que plus ça va, plus le moment de l'écriture n'est plus que de la mise en forme, quoi. D'orthographie, ouais, le Ouais. style ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah, moi, je sais pas si tu me posais la question, c'est très différent parce que j'écris pas. L'histoire ne m'intéresse pas tellement dans ce que j'écris et c'est plutôt pour moi l'écriture aussi le moyen de me de me surprendre. Mais quand je dis de me surprendre, c'est-à-dire qu'une part de moi que je soupçonne même pas vienne m'interpeller ailleurs que ce que j'ai trop l'habitude de connaître de moi, dans le sens où on navigue quand même beaucoup avec des masques et des constructions sociales depuis qu'on est enfant pour Mm. survivre, pour rencontrer les autres. Et au bout d'un moment, ce masque se retourne contre nous. En tout cas, enfin, il nous dévore un peu parce qu'il a plus tellement d'utilité, ou alors parce que il empiète trop sur notre intériorité ou notre être profond. Et j'ai trouvé dans l'écriture la possibilité de d'aller voir ce qu'il y a sous le masque sans complètement l'enlever, parce que si on l'enlève complètement, ça peut être aussi très périlleux. La société demande qu'on porte des masques. D'ailleurs, littéralement, elle le demande. Euh, donc voilà, l'histoire est pour moi, l'histoire serait toujours plus un prétexte, mais c'est ce que j'ai trouvé admirable dans ton livre que j'ai lu récemment, donc Nous rêvions tous de liberté, c'est que j'ai pas été une seule seconde. Je me suis pas dit, ah, je vois l'histoire qu'il a voulu raconter et je sens le plan qu'il a voulu faire. Parce que la force des personnages, en fait, l'élan vital l'emporte sur la trame et sur la scénographie. Ce qui, pour moi, est le plus important. Comment mettre de la vie dans quelque chose qui, a priori, ne l'est pas. Enfin, l'écriture, c'est vivant, mais ça peut être aussi complètement mort, complètement plat. Et dans ce livre, j'ai senti énormément d'existence, énormément d'élan, avec tout ce que ça a de fragile et de vrombissant, c'est le cas de le dire. Et du coup, l'histoire, et voilà, elle porte tout ça. Mais ceci dit, tu as raison, c'est très important pour beaucoup de personnes qui Alors, nous écoutent. c'est marrant parce que tu viens de te tromper dans le titre du livre, comme 99% des gens qui ont lu ce livre. Je t'explique. Non, non, attends, t'inquiète pas. Tu as dit nous rêvions tous de liberté. Et Ah le, oui, li- oui, oui. et le livre s'appelle, non mais attends, ne t'inquiète Nous pas, rêvons. ne rougis pas. Le livre s'appelle Nous rêvions juste de liberté et 99% des gens l'appellent Nous rêvions tous de liberté. Ouais. Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, il y a une raison, hein. C'est super simple. C'est que Nous rêvions tous de liberté, c'est hyper positif. Mm, Et Nous mm, rêvions juste de liberté, c'est hyper négatif. Et en mm. fait, les gens corrigent l'aspect un peu triste de ce livre, parce que c'est un livre très triste en réalité, hein, Ouais, ouais. et qui est annoncé dès le titre. Et c'est rigolo. Je te promets, si un jour tu es en salon à côté de moi, tu verras. Tous les lecteurs, ils me disent, ah, j'ai bien aimé, nous rêvions tous de liberté. Je leur dis, mais il s'appelle pas comme ça. C'est- Cela dit, ça veut dire que le livre a atteint son but, qui est en fait de parler à un désir universel et enfoui. Quand à Ouais, chaque fois que quelqu'un se trompe et fait ce lapsus, il parle c'est pour qui tout se le monde. l'approprie. Bah, voilà, il dit, bah, bien sûr qu'on rêve tous de liberté. Simplement, il y a Ouais. certains êtres qui sont là pour vivre cette liberté, cette intensité que nous ne pouvons pas nous permettre de vivre parce qu'on a fait le choix de vie plus sécurisé, plus tranquille et pas sur la crête. Et qu'est-ce que c'est qu'un artiste ou qu'un écrivain ou que les personnages de ce livre en particulier? Bah, ce sont ceux qui partent à l'assaut de cette liberté, mais avec tous les risques que ça comporte, quoi. On voit que non seulement elle coûte cher, elle n'est pas non plus, en fait, c'est un peu comme le principe de l'humanité. La liberté, elle n'existe pas en fait. C'est une expérience. C'est un Euh, instant. c'est un instant, voilà, comme le bonheur, comme plein de choses. On peut les théoriser, on peut en parler, on peut s'asseoir autour d'une table ronde et faire la causerie liberté, la causerie bonheur. Mais finalement, chacun en aura il faut en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut se débarrasser d'un bon nombre de peurs. Ce qui est le cas Mhm. de tes personnages. Ils sont pas moins apeurés que nous autres. Ils sont peut-être un petit peu plus, comment on appelle ça, pas audacieux, mais tu sais, mince, tu sais, les gens qui partent au devant de leur peur, là,
qui sont plus fougueux. Déjà, ils sont plus jeunes en ce qui me concerne. Ils sont plus vieux, plus jeunes, mais on sent aussi que justement ça, et Mais tu dans sais, le même temps. je dis souvent, moi, quand les gens me parlent, parce que évidemment, du coup, le sujet de la liberté revient souvent, et quand les gens voilà, me parlent de leurs idéaux de liberté et du fait qu'ils regrettent de pas avoir pris à tel moment ou à tel moment la liberté, je dis exactement ce que tu disais tout à l'heure. Je dis que la liberté, ça peut pas être un état, ça peut être qu'un instant. Tu sais, il y a une phrase, je crois que c'est Nietzsche qui disait, la liberté, c'est la nécessité comprise. C'est-à-dire, il expliquait que pour être libre, il fallait accepter qu'il y a des choses qui sont nécessaires et Mm, que si on refuse ces choses nécessaires, on peut pas être libre. Donc l'exemple typique, c'est respirer, par exemple. On ouais. peut pas être libre si on refuse de respirer. Donc la respiration est un acte nécessaire. Mm. Donc on est quand même obligé de respirer pour être libre. Et en fait, moi, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que je pense que la liberté, ce sont les tout petits moments dans la vie où tu acceptes d'envoyer chier les nécessités, quoi. Que les nécessités, on les a au quotidien, on a tous les jours des nécessités, et on a des petits moments, des petits instants de grâce où on peut faire le choix dangereux et parfois pénible, hein, de refuser la nécessité et de dire non, Mm. là je m'en débarrasse. Alors du coup, la liberté, elle est jamais très très longue, c'est toujours un instant très très court, c'est des petits moments de liberté, comme tu disais sur le bonheur, et qui ne peuvent se mesurer justement, tout comme le bonheur, comme dirait Renaud, se mesure au bruit qu'il fait quand il s'en va. La liberté se reconnaît aussi au bruit qu'elle fait quand elle disparaît. Ouais. Quand elle disparaît ou quand elle fait des dégâts aussi, parce que la liberté, ça peut être jouissif tant qu'on l'imagine et qu'on pense qu'on ne l'a pas, qu'on en est privé. Et puis après, ça peut être un fardeau, sans citer Sartre, quand on réalise que c'est une somme de responsabilités et qu'on n'a pas forcément les épaules pour prendre forme à ces responsabilités, parce qu'on n'a pas l'envergure de ce destin. Pour moi, la liberté, alors je crois que c'est Novalis ou je sais plus qui disait la liberté, c'est le caractère, c'est le destin. Mais si t'as pas ce caractère-là, si t'as pas conscience du caractère que t'as ou que t'as envie de lui faire donner, bah tu la trimbales comme c'est comme si tu gagnais au loto et tu dis oui mais j'ai pas de désir qui valent ce prix-là en fait moi. Je ne sais pas ce que je vais faire de tous ces millions. La liberté c'est quelque chose aussi qui peut apparaître colossal pour par rapport à des désirs ou des envies ou des besoins qui sont assez minimalistes somme toute. Ouais, pour moi, alors ouais, pour moi, ça se résume beaucoup au choix. C'est-à-dire que je pense que ma quête de vie, c'est de toujours, de jamais me mettre dans des situations où j'ai pas le choix, quoi. Et Hum, donc hum, hum. et ma On est- liberté, c'est le choix que je fais. Et ça peut être un choix, ça peut être un choix de raison parfois, hein. Euh, c'est aussi une forme de liberté parfois d'être raisonnable, hein. Ouais, tout à fait. Euh, et de pas faire le choix de la folie, de la liberté un peu idéaliste qu'on peut s'imaginer. Parfois, non, non, faire un choix de raison, c'est une forme aussi de liberté, quoi. Ce qui est terrible, voilà, je pense que les pires instances, ce sont ceux justement où vraiment, quand on est confronté à la mort, par exemple, ce sont ces moments de vie où là, on nous donne pas de choix. Voilà. Quand on perd quelqu'un, voilà, quand on perd un proche, on n'a pas de choix. Cette Au personne-là, on la moins, perd. ça a le mérite de mettre tout le monde sur un pied d'égalité aussi, cette absence de choix. Parce qu'il y a beaucoup de choix qu'on peut acheter finalement, avec notre puissance, avec notre argent, et au moins face à la mort, à la Bien dégradation, sûr. à la déchéance et à la maladie, peu importe son degré de puissance dans la société, on n'a pas de choix. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu Ouais. tout à l'heure quand tu disais, si on ne respire pas, on est obligé de respirer pour être libre. Moi, quelque chose qui me frappe souvent, c'est là que j'ai arrêté d'idéaliser, de fantasmer la liberté, c'est quand je me suis dit, mais mon corps, déjà mon corps, c'est le postulat de base, il n'y a pas de liberté. Tant que je suis Ouais. enfermée dans mon corps, je lui dois énormément de choses pour le faire tenir, pour ne pas faire de mal au corps des autres. Je dois prendre soin de mon corps, prendre soin des corps autour de moi qui cohabitent avec le mien. Donc déjà, la question de la corporéité, de la présence physique, c'est pas que ça anéantit la liberté, mais ça la conditionne énormément. Donc déjà, une fois qu'on se dit ça, on se dit ma liberté, on a dévié un peu de la solitude à la liberté, ma liberté va être toujours un petit peu coordonnée, articulée, relative à une certaine configuration des choses, du vivant. Et puis aussi, bon là, je vais dire, mais une fois qu'on se connaît, on se dit, bon bah si ma gueule est comme ci ou si elle est comme ça, j'ai pas le même choix dans la vie, je peux pas faire les mêmes, je peux pas tout à fait. Euh, avoir la même intrépidité. C'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Tes personnages sont intrépides.
et intrépide, c'est justement quand tu vas au-devant des choses, quel que soit ton choix aussi un petit peu. Quand le désir, bon, mais là je dévie aussi un petit peu. Mais voilà, la question du corps est hyper importante. D'ailleurs, tes personnages le font vivre leur corps à 1000 à l'heure, peut-être parce qu'ils Ouais. sentent que c'est là que la liberté se manifeste de manière fulgurante, que la communion aussi peut avoir lieu. C'est avant tout dans cette expérience aussi mystérieuse du corps, quoi. Ben, on se sent jamais aussi, enfin, en tout cas, je dis on, je me sens jamais aussi vivant, moi, que quand je me mets en danger physiquement, hein. Ce sont les, voilà, ouais, enfin, bon, on va pas faire du héros et Thanatos de comptoir, mais je veux dire, les moments où on se met le plus en danger, c'est ceux où où on entend le plus s'égrener les secondes de la grande horloge Hum, hum. universelle, quoi. Moi, je me sens jamais aussi vivant que dans les moments voilà, les grands moments intenses amoureux, les grands moments d'amitié ou les moments où je me mets en danger. Euh, Tu sais, c'est marrant parce qu'il y a, je vais revenir, moi, j'ai une excuse puisque c'est un peu le sujet du livre, mais je reviens à la moto. C'est amusant, je sais pas si tu as remarqué, mais les motards ont des têtes de mort partout. Ouais, ouais. C'est un, Hum, c'est une hum. symbolique très très forte chez les motards. Tu vois, je mens pas, regarde, moi Rivalité. j'en ai là. Ouais. J'en ai sur le bras, etc. Et en fait, c'est pas juste pour le fun parce que c'est rigolo. Il y a deux explications à ça. Il y a d'abord un hommage à la piraterie, Ouais. qui est très très proche de l'esprit motard, mais il y a aussi le fait que la mort, elle est très très proche, elle est très présente dans notre quotidien parce que c'est un véhicule qui est dangereux. Hum, Quand hum. on est motard, on perd souvent des gens. Ça arrive régulièrement d'avoir un pote qui se tue à moto, et donc on pourrait plutôt que de la refuser et de le cacher en fait on l'apprivoise et donc on la Hum, prend hum. avec nous et c'est pour ça j'en parle parce que ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, ce moment de mise en danger, ce moment où dès lors que tu poses tes fesses sur la selle d'une moto, tu sais que tu risques ta vie et c'est peut-être Hum, pour hum. ça que c'est des moments très intenses et que ça voilà en ce qui me concerne et en ce qui concerne les personnages de Nous rêvions juste de liberté, ils savent qu'ils se mettent en danger, ils savent qu'ils vont au devant de la mort, pas seulement par ce biais-là, mais aussi par toutes les expériences qu'ils peuvent avoir qui sont un peu extrêmes. Et c'est peut-être aussi ça une forme de liberté, mais qui est une liberté dangereuse. Mais bon, voilà. Ouais, tout à fait. Et est-ce que pour toi, si on parle de danger, est-ce que pour toi, il y a une solitude aussi qui est dangereuse, un glissement, parce qu'en fait, la solitude fait partie de ces grands sentiments qui cristallisent, de ces grands états ou de ces sentiments qui cristallisent toute notre ambivalence. On a parfois une impression, un désir de solitude irrépressible pour se retrouver, pour se connaître, pour s'explorer, et parfois qui est aussi en même temps contrarié ou titillé par un désir fou de, même pas que de communion, parfois tout simplement de mondanité. On a besoin Mm. d'entendre les éclats de son rire se mêler aux éclats des rires des autres. Rien que ça, c'est la preuve qu'on est vivant. Alors, est-ce que pour toi, dans la solitude, moi, par exemple, j'aime énormément la solitude parce que je sais que je peux l'interrompre quand je veux. J'ai cette chance-là que voilà, j'ai des amis, j'ai de la famille et je peux l'interrompre quand je veux. Donc c'est pas la même chose que de me dire que je suis seule et de faire durer un peu cette solitude. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un glissement dangereux dans la solitude, un moment où on rencontre quelque chose qui peut nous empêcher de revenir en arrière ou vers le monde, vers les autres, vers le lien? Je t'aurais répondu différemment il y a 2 ans probablement, mais en fait, j'ai découvert avec ces histoires de confinement successifs qu'on vit depuis 2 ans Ouais. qu'il y a un truc terrible, c'est que la solitude, elle est addictive. Et je pensais je l'ai pas verbalisé très tôt parce que j'ai pensé être le seul à le vivre, ce truc-là, et j'ai découvert en discutant avec d'autres amis écrivains que je vois régulièrement que j'étais pas le seul à, après le deuxième confinement, etc., à avoir presque du mal à aller voir mes amis. Hum, C'est-à-dire hum, après à m'être pratiquement installé dans le confort de la solitude que nous a imposé la pandémie et à y prendre presque goût, c'est-à-dire pas tout à fait parce qu'elle est pesante cette solitude, mais n'empêche que par exemple passer de cette solitude-là à une soirée où il y a 400 personnes, où il y a plein de hum. monde, où il y a plein de bruit et aller pendant une semaine tous les soirs voir du monde, j'en ai presque en ce moment presque plus envie et j'ai l'impression qu'il va me falloir réapprendre à revoir du monde. Donc je pense qu'il y a un côté addictif dans la solitude et donc c'est terrible parce que c'est quand même pas le but de la vie. Et en même temps, je pense qu'elle est précieuse. Si, moi,
J'ai écrit un seul roman dans un café. Je crois que j'ai écrit 21 romans. Il y en a un sur les 21 que j'ai écrit avec du monde autour de moi. C'était dans un café, c'était en 2009, je crois, et c'est mon plus mauvais roman. Ça s'appelle Les Cathédrales du vide, et c'est un roman que j'aime pas du tout, dont je suis pas fier. Voilà, je pense que c'est mon plus mauvais roman. Et tous les autres romans, je les ai écrits tout seul, et en tout cas, à la suite de cette expérience-là, je me suis dit plus jamais. Cette Mm. espèce de alors, il y a plein d'auteurs qui y arrivent. Hein, c'est une espèce de voilà d'image un peu d'Épinal de l'écrivain qui va dans le Ouais, café, dans un bistrot, qui commande un café et qui écrit en regardant passer le monde dans la rue. En réalité, moi, j'en suis incapable. ouais, moi J'ai pareil. vraiment besoin d'être tout seul. J'ai besoin d'être dans Mm. mon bureau. J'écoute un peu de musique, mais qui est une musique jamais lyrique. Ce n'est que de la musique instrumentale parce que j'ai pas. Si je me mets à entendre des phrases et des voix, bah, ça me perturbe. Et donc cette Pareil. solitude-là, ouais. Et Mm. cette solitude-là, elle est précieuse pour moi. Ouais. Mais elle est dangereuse et elle est addictive. Et je pense que c'est le cheminement de l'édition est parfait. Parce que une fois que tu as fini ton livre, il va Ouais. chez ton éditeur, il sort, et là tu te remets à voir du monde, à aller rencontrer des journalistes, à aller faire des radios, des télés, à aller faire des dédicaces, à aller voir des libraires, et donc tu réapprends un peu à devenir un animal social, quoi. Oui, tout à fait. Mais je me demande quand même ce qu'il y a de si addictif alors de ce qu'il y a de très précieux dans la solitude. Pour moi, c'est une évidence. C'est la clé d'accès, non pas à soi en tant que petit ego, à soi en tant que fragment du monde aussi. Et que pour mieux retrouver les gens, pour mieux pouvoir se lier, pour mieux pouvoir partager quelque chose d'essentiel dans les émotions les plus fondamentales qui forgent un être et une vie, bah, il faut s'isoler parce que cet isolement, c'est pas une négation du monde. Au contraire. C'est un petit peu comme bon, je sais pas, j'ai un ami qui est un peu chaman par exemple et parfois moi je parle très vite, beaucoup, tout ça, puis parfois il arrête de discuter d'un coup et puis il me scanne. Alors ça peut impressionner certaines personnes, mais quand il fait ça, je vois qu'il réfléchit avec l'arrière de sa tête ou je sais pas, il est ailleurs. Il est plus dans la surface de l'être, de la relation. Il est comme enfoncé 3 strates en dessous dans son âme, dans son intériorité. Et en fait, il me sent beaucoup mieux parce qu'il a quitté le niveau de la mondanité où on parle, on parle, on parle, on comble du vide, on cause, on cause, on cause, on essaye de se raccrocher à l'autre. Ah oui, on est sur la même longueur d'onde. Alors puis il y a une autre manière de se lier aux autres qui passe par le silence, l'observation, le recul. Voilà, quelque chose d'hyper introspectif. Et moi, par exemple, je sens que dans la solitude, il peut y avoir quelque chose de sauvage, une forme de réclusion, mais parfois j'ai l'impression que c'est dans la solitude que j'ai accès à ce qu'il y a de commun entre moi et les autres, que si je m'isolais pas, je serais dans une tour d'ivoire, je me prendrais pour quelqu'un de très singulier. Quand je suis seule, j'arrive à trouver ce qu'il y a en moi de commun et d'universel. Je sais pas si tu Bien le sûr. ressens comme ça. Oui, bien sûr. Et puis tout simplement, c'est aussi une bonne façon de prendre du recul, quoi. Tu vois, Mm, c'est mm. quand on est trop noyé. Alors, je vais encore faire une analogie avec l'écriture, mais moi, je sais que quand j'écris un roman, quand j'ai terminé un roman, je ne le lis pas de la même manière 2 ou 3. Si je laisse passer 2 ou 3 mois avant de le relire, c'est beaucoup mieux parce que j'aurais pris du recul. Je suis pas noyé dans mon livre. Quand il y a rien, le regard que je peux avoir sur mes bouquins, il est très mauvais quand je suis en train de les écrire parce que je suis trop dedans, je suis trop à l'intérieur. Et je pense que les autres, c'est pareil, c'est-à-dire que le meilleur moyen de regarder le monde, c'est de s'en extraire un petit peu et Mm, de mm. d'avoir ces moments. Voilà. Après, il y a ce danger de l'accoutumance qui est pas finalement, c'est pas tant une accoutumance à la solitude, c'est plutôt la perte de l'habitude de l'autre, quoi. Ouais, tout à On fait. perd l'habitude d'être confronté à plusieurs conversations en même temps, D'être à mis la en pensée question d'autrui. aussi. Parce que Pardon. l'autre nous remet en cause et finalement c'est aussi ça qui nous fait évoluer. Et Bien c'est sûr. pas évident d'être remis en cause, mais c'est moins on l'est, moins on le tolère. Quelqu'un qui remet en cause notre existence, parfois c'est dérangeant. Ouais. Voilà. Ouais, l'avantage quand on est écrivain, c'est que ça nous arrive assez régulièrement puisque les gens nous lisent et les gens nous donnent toujours leur avis. Voilà. Donc normalement, le l'ego immense que demande le la carrière d'écrivain est souvent compensée par le regard d'autrui.
Ouais, c'est très drôle d'ailleurs, ce point-là est très important et peut-être qu'il faut le dire, mais alors toi, tu as beaucoup plus non seulement d'expérience et je pense que tu connais le monde entre guillemets des louanges, le regard admirateur de certaines foules. Mais moi, c'est une question qui m'interpelle énormément, qui m'intéresse et peut-être que c'est intéressant d'en parler. C'est que finalement, depuis que je suis publiée, j'ai écrit que 3 romans publiés, là, je viens de terminer le 4e. J'ai traversé, Bravo. je suis sur un périple d'humilité et j'aurais jamais cru. On pourrait croire finalement que publier, c'est le Graal, mais en fait, pas du tout. J'ai l'impression d'avoir fait tomber tellement encore une fois, de couches et de strates d'attente, d'espoir. En fait, là où je pensais que j'avais mes espoirs fondamentaux, c'était pas du tout là où ils étaient réellement. Et donc, je sais pas toi si j'encourage les gens qui aiment écrire à continuer à écrire parce que au-delà de tout ce que procure l'écriture comme partage, comme exutoire, comme découverte de soi, c'est pour moi le plus grand chemin d'humilité que j'ai emprunté jusque-là et je compte justement continuer à l'emprunter parce que je trouve que c'est assez incroyable d'apprendre à être humble et ça prend plus d'une vie, je pense. Je crois qu'il y a les deux. C'est-à-dire il faut être honnête aussi. C'est quand même, comme tu le dis, euh, une exposition au regard d'autrui et qui du coup peut avoir les deux conséquences. C'est-à-dire que ça peut à la fois être une leçon d'humilité, mais ça peut aussi faire très très vite gonfler les chevilles. Hein. Donc mais on apprend quand même à se blinder des deux. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour moi, la leçon d'humilité, ça a été le premier lecteur, c'est-à-dire ton éditeur. Mm. Moi, le rapport que j'ai à mes éditeurs, il a évolué avec le temps. Et paradoxalement, plus j'écris, plus j'avance dans mon métier d'écrivain, plus je suis humble devant mon éditeur. C'est-à-dire que Ouais. j'accepte, aujourd'hui, je suis beaucoup moins tendu et beaucoup moins sur la défensive par rapport au retour que mon éditeur peut me faire sur mes bouquins que je l'étais lors de mes premiers ou deuxièmes romans. Parce que là, effectivement, je pense que avec le temps, il y a une humilité qui s'installe et qui est d'accepter le regard extérieur de ce premier lecteur que peut-être. Alors après, il faut avoir l'éditeur avec qui tu t'entends bien. Ça, moi, j'ai eu la chance d'avoir de formidables éditrices dans ma vie. Celle que j'ai en ce moment, avec qui je travaille en ce moment, qui est Sarah Hirsch, elle est extraordinaire et du coup j'ai une confiance aveugle en elle, mais je suis bien alors, je sais par exemple que j'ai certains confrères qui supporteraient pas de recevoir un manuscrit dans l'état dans lequel me le renvoie mon éditrice. Je sais qu'il y a Pas des noté, auteurs ouais, ouais, avec plein de notes partout, etc. Moi, j'adore en fait. Maintenant, je ouais. suis devenu au contraire très friand de ça parce que j'ai appris à mesurer l'importance que ça peut avoir de soumettre son livre au regard d'autrui. Mais effectivement, s'il y a eu une leçon d'humilité que l'écriture m'a donnée, c'est surtout celle-là, quoi. C'est sur mon travail, finalement, qui n'est jamais fini. Et Ouais. voilà. Mais il y a aussi le contraire, hein. C'est quand même des moments où, quand t'as ton bouquin qui sort et que t'as plein de gens qui disent du bien, et voilà, ça peut aussi être dangereux. Tu peux vite choper la grosse tête. Et je pense que l'essentiel, c'est quand même de garder ses racines et son entourage proche, de savoir s'entourer de personnes qui n'en ont rien à faire de ton succès ou de ton nombre de lecteurs et qui se rappellent qui tu es à la base. Et voilà, ça, c'est le plus important, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis il y a aussi le fait que justement, ce qui est un peu paradoxal dans l'écriture, c'est que au moment de la sortie, tu te rends compte que ce que toi tu as écrit, que tu as vécu et que tu as traversé comme une histoire forcément personnelle, qu'elle soit fictive ou autobiographique, c'est le fait après de réaliser qu'elle fasse autant écho à des gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vécu la même histoire, et cette toile que ça tisse d'émotions et d'histoires communes. Et pareil pour moi, j'ai trouvé que c'était finalement, les gens viennent et te parlent de leur histoire à eux. Donc, toi qui es là en train d'écrire quelque chose et tu as l'impression de charrier tout un monde très personnel, une fois que ça t'appartient plus, c'est à toi de recevoir l'histoire des autres, ne serait-ce que de recevoir leur émotion. C'est déjà recevoir leur existence, dans leur complexité, dans leur histoire. Ça, tu as dû le vivre énormément dans tes Ouais. rencontres, dans tes dédicaces. J'imagine que les gens, peut-être encore plus dans tes derniers livres et J'irai tuer pour vous, de ce que ça allait remuer chez le lecteur, j'imagine des choses très personnelles, très... Ouais. Ouais, j'ai eu des moments même parfois très émouvants avec
me souviens une jeune lectrice un jour qui m'a dit, j'ai l'impression que vous m'avez raconté l'histoire de mon père. Elle avait perdu son papa et son père avait eu une vie assez proche de celle du héros de J'irai tuer pour vous. Elle m'a dit, j'ai été très ému parce que j'ai eu l'impression que vous aviez écrit un livre sur mon père et que vous racontiez sa vie, etc. Oui, ouais, c'est sûr. Euh, euh, Tu sais, on parle de solitude sur l'écriture. La vie commence par l'expérience la plus solitaire qui soit et termine par l'expérience la plus solitaire qui soit. La naissance et la mort, c'est vraiment voilà le Bah, la comble de mort, un l'expérience. peu plus que la naissance. Parce que à la naissance, il y a normalement pas mal de gens qui sont autour de toi Oui, mais et... Oui. l'expérience de naître, t'es seul à la vivre à ce moment-là. Tout Voilà, à il y en fait. a d'autres qui vivent une expérience au même moment, mais en tout cas, celle d'arriver au monde, c'est une expérience extrêmement solitaire que tu partages pas. Enfin, même des jumeaux, ils naissent pas à la même seconde, quoi. Ouais, bien sûr. Et entre les deux, on s'agite euh, pour être peut-être pour essayer de soigner un peu ces deux solitudes extrêmes, c'est-à-dire on essaye de, de donner à la vie un sens, alors que le seul sens de la vie, c'est de ne pas en avoir, en fait. Et l'écriture, pour moi, fait ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les romans sont plein de petits médiateurs. Moi, j'ai l'impression qu'un livre, c'est un médiateur entre ces expériences solitaires que traversent tous les lecteurs qui vont les lire et l'écrivain qui l'a écrit. Donc, forcément, qu'on se retrouve, il y a toujours un peu d'universel. Tu sais, c'est pareil. J'ai commencé moi ma carrière par des bouquins plutôt de fantastique ou de science-fiction. Et, bon, et aujourd'hui, là, les derniers romans que j'ai faits sont plutôt des romans historiques, donc qui se passent dans le passé. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je pense que tu ne parles jamais d'autre chose que de ici et maintenant quand tu écris un livre. C'est-à-dire que quand tu écris un roman qui se passe au XVIIIe siècle ou au XIVe siècle, comme c'est mon cas, ou au début de ma carrière quand j'écrivais de la science-fiction qui pouvait se passer dans l'avenir, en réalité, je parlais de rien d'autre que de ici et maintenant et de toi et de moi et de la voilà du dénominateur commun qu'on peut avoir dans cette expérience qu'on traverse tous, quoi. Tout à fait, de l'enjeu en fait. On peut parler d'un enjeu parce que même si la vie n'a pas de sens comme tu dis, elle a un enjeu et que ça peut prendre toute notre vie de chercher ce que c'est que cet enjeu. Et si parfois on peine à le trouver, c'est là que le désespoir s'immisce. On peut aussi le créer, mais en tout cas moi quand j'écris, je me dis j'ai l'impression de toucher un enjeu. Je sais pas exactement lequel, mais au sens littéral, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est en jeu là en ce moment, comme tu dis ici et Bah, maintenant. l'enjeu, c'est de lui en donner un. Je pense de lui en créer un, de créer un sens, quoi. Il y a pas de, je pense pas qu'il y ait un sens qui préexiste à ta vie. Je pense que le vrai enjeu, c'est de réussir à lui donner un sens avant qu'elle s'arrête, quoi. Mais je pense pas qu'il y ait de sens préécrit et que, voilà. Et après, toutes les vies finissent par en trouver un. On va faire la boucle avec la première question que tu me posais tout à l'heure. De la même manière que plus le temps avance, plus je m'intéresse à l'individu et moins à l'humanité de manière générale. En même temps, hier, j'avais une conversation avec quelqu'un qui me parlait de sa maman, qui me disait une phrase que toi aussi tu dois entendre très souvent quand on est écrivain. Il y a plein de gens qui vous disent ah mais il faudrait si tu le rencontrais lui, ça te donnerait une idée de roman et tu pourrais écrire un roman ou voilà. Moi, ça m'est arrivé de faire par exemple des ateliers d'écriture dans des maisons de retraite. Et au bout d'une heure, tu parles avec les résidents d'une maison de retraite, ils t'expliquent tous qu'il faut absolument que tu écrives un roman sur leur vie. Voilà. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai. En fait, chaque putain d'être humain sur cette planète mériterait qu'on écrive un roman à son sujet. Il n'y a pas de, ça n'existe pas des gens, même un type avec une vie totalement banale, etc. Il y a toujours quelque chose de tellement singulier chez n'importe quel être humain et en même temps de tellement universel que chaque vie sur cette planète mériterait un roman, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, ce qui fait aussi la qualité du roman, c'est la voix qui se pose, le regard qui se pose sur cette vie. Parce que une vie complètement en apparence banale peut être aussi racontée de manière, une vie extraordinaire peut être racontée de manière banale.
Et une vie banale peut être racontée de manière extraordinaire et unique. C'est comment elle est portée par l'écriture et c'est un petit peu l'alchimie mystérieuse, quoi. Après, oui, il y a tout un genre de littérature de l'aventure, du suspense, où en soi il se passe énormément de choses et en plus ça peut être très bien raconté, donc c'est génial. Mais je sais, moi j'aime bien les vies ordinaires, les poètes ordinaires, Pessoa, de dire des choses qui en apparence sont toutes simples et dénuées de sensations, de sensationnel, en tout cas pas de sensations. Mais je trouve que c'est là que remue le plus l'âme universelle aussi. Eh ben, fais-nous un recueil de haïkus. Ok, bon bah écoute, puisque Attends, ouais, le oui, oui, haïku, c'est la substantifique moelle de tout ce que tu viens de dire. C'est extraordinaire. Écoute, des poèmes en trois vers sur justement ce qui peut paraître banal dans la vie. Moi, j'adore les haïkus. J'en ouais. écris souvent. Ah T'écris ouais, pas de tu les haïkus? partages? Bah, je trouve Non, ça... Non, tu les partages pas? ah non, Même pas sur Instagram? non. Pourquoi? Tu trouves ça trop... Plus c'est épuré, plus c'est intime peut-être, hein. Ouais. Moins on en dit, plus on se livre. Tout, tout, tout n'a pas vocation à être publié, mais tout a vocation à être lu. Alors, ouais, je suis tout à Tout fait acte, d'accord. tout Je acte pense comme... d'écriture est voué à être lu et souvent, tu sais, j'ai horreur de la phrase, oui, non, mais moi j'écris pour moi. J'y crois pas du tout à cette phrase. Moi non plus. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'écrire. L'acte de coucher des mots sur le papier ne peut résulter que de l'envie d'être lu. Alors, le lecteur, ça peut être soi, hein. Par exemple, le journal intime qu'on écrit quand on a 14, 13, 14 ans, en réalité, on s'adresse à son moi futur. C'est-à-dire Bien qu'il n'y a sûr. rien de plus savoureux quand on a 40 ou 50 balais que de retomber sur son journal intime qu'on a écrit quand on avait 12, 13 ans. Mm, Et c'est bien à cette personne-là qu'on écrit quand on écrit un journal intime. tout à fait. Je pense Mm. pas que l'acte d'écrire puisse être euh, puisse être envisagé sans lecteur. Et en réalité, je pense qu'on a toujours un lecteur dans la tête quand on écrit. Mm. Mais mes haïkus ne seront pas lus sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais D'accord. je t'invite à en faire. Alors moi j'écris des poèmes, mais c'est plutôt l'inverse. J'ai du mal à les décharner d'une certaine manière et je le fais déjà. Par contre, ce que j'aime énormément dans la poésie, j'avais commencé par de la poésie quand j'étais adolescente, ensuite plutôt de la forme romanesque et puis finalement la poésie me manque énormément parce que pour moi c'est la liberté de la fulgurance, d'associer des choses inassociables en apparence, alors que dans le roman il y a la contrainte de non non attends, commence pas à partir dans tes abstractions, reste sur ce que tu as envie de dire, tiens quelque chose, tiens ton atmosphère, tiens tes personnages. Et à force de tout tenir, on passe aussi parfois à côté de l'accident lexical, l'accident, oui, je sais pas, enfin même de l'inconscient qui vient s'immiscer, qui vient jaillir et qui crée quelque chose d'absolument déboussolant. Moi, j'aime bien être déboussolée quand je lis un livre. Parfois, l'histoire, j'ai envie de dire, ok, super, ce qui va se passer au chapitre 7 est sans doute trépidant et peut-être même que tu l'as anticipé dès le chapitre 3, il y avait des indices. Mais là, si tu pouvais venir me cueillir et me déboussoler dans la phrase d'après, parce que en quelques mots, j'ai l'impression de chuter et d'être rattrapée par ton style, bah, je suis beaucoup plus conquise et séduite en fait par le livre. J'ai l'impression qu'il me contient. Et D'accord. écrire de la poésie, je trouve que j'encourage toute personne qui écrit un roman à surtout ne pas lâcher la gratuité et l'accidentel de la poésie. Continuer Elle à a, faire. ouais. Elle a un À- autre avantage aussi, moi je trouve, parce que j'en fais aussi, soit de la poésie, soit de la chanson. Elle ouais. a un autre avantage, c'est que tu peux la laisser dormir. Tu peux commencer un texte, une chanson, une poésie, et ne pas la toucher pendant 10 mois et y revenir. Et c'est comme si tu l'avais commencé hier. Alors qu'un roman, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux pas faire ça avec un roman. Et ça, c'est super. Moi, j'adore ça parce que justement, ça fait, il y a une espèce de, on se débarrasse de l'aspect laborieux que peut avoir le Ouais, roman tout à fait. et donc on se débarrasse aussi de ce besoin d'urgence, de Mm. cette urgence qu'on a quand on écrit un roman parce je sais pas si tu as vécu ça, mais moi, les 15 premiers romans que j'ai écrits, je les ai pas finis. J'avais le syndrome du chapitre 1 et du chapitre 2, parfois du chapitre 3, mais j'ai commencé, je sais pas, 15 romans avant d'en finir un, quoi. Alors que Ouais, une chanson ou un poème, c'est pas grave si tu le finis pas, tu peux le ouais. finir beaucoup plus tard, tu peux y revenir, tu peux le, voilà. Mm.
Tout à fait. Et d'ailleurs aussi, on a plein de choses à se dire. Et d'ailleurs aussi, le côté construction, un roman a besoin d'être construit, il a besoin d'une construction. Et si on fait une petite métaphore ou une analogie avec la vie, moi, ce qui me handicape dans la vie, c'est l'injonction de la construction. J'ai l'impression que tout me dit construisez, construisez. Il faut construire une famille, il faut construire une cohérence, il faut construire un empire, il faut construire une éthique, une morale. Mais pas du tout. Peut-être que j'ai juste envie de vivre, de laisser vivre, de rencontrer, d'être étonné, de parfois me positionner et tout. Mais je trouve que c'est très, très, très contraignant et annihilisant, je sais pas comment on dit, cette injonction de la construction. Et dans le roman, un peu, alors que dans ce que tu dis de la chanson et de la poésie, c'est tout l'inverse. Il va y avoir une construction, mais on la découvre presque à la fin. Ah oui, j'ai construit ça. Mais sur le coup, Mhm. c'est d'abord ma vie, c'est d'abord l'énergie et l'amour des mots qui fait, voilà, donc l'élan vital, l'élan de la création qui nous pousse à vivre, qui nous pousse à écrire un poème. T'es d'accord ou Ouais. Ouais, ouais. Un peu moins pour une chanson parce que ouais. les Il y a une- chansons ont plus de contraintes, on va dire rythmiques qu'un poème. Mais ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'en dans- écris plus assez d'ailleurs. des chansons Ouais, ou des poèmes? Ah ouais. Parce que c'est ouais. vrai qu'on a écrit beaucoup des chansons. Ouais, ouais, ouais. J'en écris beaucoup, mais c'est vrai que là, depuis quelques années, j'en fais beaucoup moins. Mais écoute, ça reviendra. Je Oui, m'inquiète voilà, il y pas. a aussi des périodes de genre, il y a des tendances qui correspondent aussi à nos humeurs, à ce qu'on traverse, et puis justement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y retourner, peut-être jamais, mais Mm. voilà. En tout cas, moi, je vais me mettre au haïku selon tes bons Voilà. conseils. Et c'était super. C'est débile de dire ça. C'était super cette conversation. Et j'ai pris beaucoup de... Génial. On recommence. Ouais, on commence quand tu veux. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. Et je Et me alors, suis... il faut qu'on fasse coucou à Fabienne Defosse, qu'il faut absolument que tu Ah oui, rencontres, je parle mon doigt? puisque, ouais, Ok, bah coucou Fabienne. qui, Je sais pas si elle est là. voilà, En tout cas, on va... qui organise le salon dont tu parlais tout à l'heure Ouais. et qui fait plein de trucs, d'événements littéraires dans ton coin. Donc, il faut absolument que tu la rencontres et que vous fassiez quelque chose avec elle. Avec grand Voilà. plaisir, merci. J'en profite puisqu'on parle du coin. Justement, on prépare beaucoup d'ateliers, de grands ateliers ou même un atelier en présentiel d'écriture qui vont avoir lieu dans le Val d'Oise, à Auvers-sur-Oise, qui est quand même un village fascinant où Van Gogh est mort, s'est suicidé, est enterré. Et donc, pour ceux et celles qui souhaitent découvrir Auvers à travers l'écriture, il reste quelques places pour le grand atelier avec Sylvain Tesson le 21 septembre dans une carrière souterraine qui est vraiment, là on parlait de solitude, pour y être beaucoup allé dans cette carrière, c'est un lieu qui te confronte à la fois l'âpreté et la merveille de la solitude originelle. Donc c'est une expérience à vivre. Et puis voilà, il va y avoir aussi beaucoup de grands ateliers dans le Val d'Oise, à Paris et ailleurs, dans des endroits atypique, insolite, et j'espère qu'on en fera un avec toi, Henri, dans un endroit qui te parle, qui t'inspire pas plus particulièrement qu'un autre, et que tu aurais envie de partager avec des écrivains, des gens qui Avec aiment. plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, et merci à vous tous. Olivier Liron nous a bien manqué, mais il sera là la Ouais. semaine prochaine. Il t'embrasse, il vous embrasse tous, et moi aussi je vous embrasse tous. Et merci beaucoup, Henri. Et j'encourage surtout tout le monde à lire. Alors j'ai pas lu tous tes livres, mais là le dernier que j'ai lu, Nous rêvions juste de Juste. liberté. Il est magnifique ce livre. Il est magnifique. Ça veut rien dire magnifique, mais vraiment c'est le genre de livre qui nous traverse, qu'on traverse et qui continue à nous traverser, je pense jusqu'à notre dernier souffle. Pour Eh être. ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci Henri. À bientôt. Et le personnage principal s'appelle Bohème. C'est Bohème, surtout ça. exactement. Et c'est le Ouais. point de départ de toute cette causerie, c'est que Bohème, Voilà. exactement. Donc, bah, soyez Bohème, AIME, avec l'amour qui va avec, et Bohème dans la philosophie de cette errance créative, de ce nomadisme sérendipitaire. Yes. Ça marche. À bientôt. Merci Ciao. Henri. Bye.